Nous voici donc sortis de l'état de nature. Nous nous sommes donné des lois et un gouvernement pour exécuter ces lois, afin que notre vie ne soit plus courte, brutale, mauvaise et misérable, selon la formule de Hobbes. Les lois, appuyées par la force publique, peuvent efficacement protéger nos droits contre les autres individus. Elles peuvent nous protéger contre ces individus qui voudraient nous voler, nous tuer, s'en prendre à notre intégrité physique, nous opprimer, et ainsi de suite. Cependant, l'institution du gouvernement ne résout un problème que pour en poser un autre. Le gouvernement, en effet, protège les individus les uns contre les autres. Mais qui protégera les individus contre le gouvernement? Livrés à eux-mêmes, dans l'état de nature, les hommes sont portés à se nuire les uns aux autres. Pour cette raison, ils sortent de l'état de nature en instituant un supérieur commun, chercher de régler leurs conflits et de réprimer leurs mauvais penchants, c'est-à-dire un gouvernement. Mais le gouvernement, étant supérieur à tous les individus, n'est lui-même soumis à personne. Comme le dit Locke, le prince reste dans l'état de nature. Or, qu'il soit entre les mains d'un seul ou de plusieurs, le gouvernement est nécessairement composé d'hommes. Des hommes sujets aux mêmes passions mauvaises que celles qui rendaient l'état de nature insupportable. Par conséquent, ceux qui a été confié la force publique peuvent être tentés de l'utiliser pour opprimer ceux qui leur ont confié. Pour les individus soumis au gouvernement, la situation pourrait même être pire qu'avant, car si un homme peut espérer se défendre contre un autre homme, il est impuissant face à la force publique. Une telle situation est évidemment totalement inacceptable. Il ne suffit donc pas de sortir de l'état de nature. Encore faut-il s'assurer que la tyrannie ne succédera pas à l'état de nature. Comme l'explique James Madison dans Le Fédéraliste, si les hommes étaient des anges, aucun gouvernement ne serait nécessaire. Si des anges gouvernaient des hommes, aucun contrôle externe ou interne sur le gouvernement ne serait nécessaire. En établissant un gouvernement qui sera administré par des hommes sur des hommes, la grande difficulté consiste en ceci. Vous devez tout d'abord rendre le gouvernement capable de contrôler les gouvernés. Puis, en second lieu, vous devez l'obliger à se contrôler lui-même. On le voit tout de suite, le problème est extrêmement difficile à résoudre. Il faut en effet faire tenir ensemble deux éléments qui semblent contradictoires. D'une part, le gouvernement doit être suffisamment fort pour remplir son rôle, c'est-à-dire il doit être capable de s'imposer face à n'importe quel individu ou n'importe quel groupe d'individus. Selon l'adage, force doit rester à la loi. Mais cette puissance nécessaire est justement ce qui le rend si dangereux. Le gouvernement ne peut avoir aucun supérieur, ce qui signifie qu'il ne peut être soumis à aucun contrôle extérieur. Et si, par hasard, un gouvernement était soumis à une instance supérieure, on voit bien que le même problème se poserait pour cette instance supérieure. La seule possibilité est donc, comme le dit James Madison, que le gouvernement se contrôle lui-même. Mais comment y parvenir? Madison nous dit à ce propos, la dépendance vis-à-vis du peuple est sans aucun doute le premier contrôle sur le gouvernement. Cela signifie que les gouvernés doivent pouvoir choisir leurs gouvernants et les renvoyer au besoin si ceux-ci remplissent mal leur rôle. Autrement dit, le gouvernement doit être de type démocratique. La loi doit être faite soit directement par le peuple lui-même, soit par des représentants élus par le peuple. Mais cela ne suffit pas. Le grand principe démocratique est que chaque citoyen doit pouvoir consentir à la loi qui le gouverne, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants. Mais cela ne veut pas signifier que chacun doit approuver chacune des lois pour que celles-ci puissent entrer en vigueur. Cela reviendrait en effet à donner à chaque citoyen un droit de veto sur le processus législatif, ce qui paralyserait toute action. Par conséquent, en pratique, la loi sera toujours faite par la majorité des citoyens. Mais dès lors que le corps politique se divise entre la majorité qui est au pouvoir et la minorité qui est dans l'opposition, comment s'assurer que la majorité ne méconnaîtra pas les droits de ceux qui sont dans la minorité? Comment s'assurer qu'elle ne prendra pas des lois qui sont injustes envers la minorité? Tocqueville écrit à ce sujet. Qu'est-ce qu'une majorité prise collectivement, sinon un individu qui a des opinions
et le plus souvent des intérêts contraires à un autre individu qu'on nomme la minorité. Or, si vous admettez qu'un homme revêtu de la toute-puissance peut en abuser contre ses adversaires, pourquoi n'admettez-vous pas la même chose pour une majorité? Les hommes, en se réunissant, ont-ils changé de caractère? Sont-ils devenus plus patients dans les obstacles en devenant plus forts? Pour moi, je ne saurais le croire. Et le pouvoir de tout faire, que je refuse à un seul de mes semblables, je ne l'accorderai jamais à plusieurs. Nous devons à Montesquieu la formulation la plus concise et la plus célèbre du problème qui nous préoccupe. Il écrit en effet dans l'Esprit des lois: la liberté ne se trouve que dans les gouvernements modérés, mais elle n'est pas toujours dans les États modérés. Elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir. Mais c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Cette disposition des choses dont parle Montesquieu, qui a pour conséquence que le pouvoir arrête le pouvoir, c'est la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs signifie que le pouvoir politique doit être réparti entre plusieurs institutions, et ce afin d'éviter que ceux à qui sera confié ce pouvoir ne puissent en abuser. Gouverner un pays requiert des actes de plusieurs sortes, qu'il est possible de classer en 3 grandes catégories comme nous l'avons vu: faire des lois, exécuter les lois, trancher les litiges entre les particuliers. Pour que tout le pouvoir politique ne soit pas concentré dans les mêmes mains, il faut donc confier ces différentes fonctions à des institutions, à des organes différents, et instaurer un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire. Ainsi, chacun des pouvoirs ne pourra agir que dans des limites déterminées et sera dépendant des 2 autres dans son activité. Le législatif pourra en quelque sorte vouloir mais pas agir. Il peut édicter des règles mais il ne peut pas les appliquer. L'exécutif pourra agir mais pas vouloir. Il peut appliquer des règles mais il ne peut pas les faire. Le judiciaire, lui, pourra trancher les conflits entre particuliers mais uniquement en fonction de lois préétablies et sans pouvoir exécuter lui-même ses jugements. Le législatif a besoin de l'exécutif et du judiciaire. L'exécutif a besoin du législatif et du judiciaire. Le judiciaire a besoin du législatif et de l'exécutif. Par conséquent, personne, aucun homme, aucune institution ne peut faire en tout point sa volonté. Chacun doit tenir compte des prérogatives des autres et s'en tenir aux fonctions qui lui ont été confiées. Pour que chacun sache précisément quelles sont ses fonctions, et pour trancher aisément les conflits de compétences qui ne pourront pas manquer de s'élever, les différents pouvoirs seront consignés, détaillés, dans un document écrit qui fera autorité pour tous. Une constitution. C'est le sens du célèbre article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Cet article peut en quelque sorte être lu à l'envers, ce qui donne: une constitution sépare les pouvoirs afin de garantir les droits. Nous sommes donc en passe de résoudre notre problème initial: comment éviter que le gouvernement soit tyrannique? Nous avons découvert 2 grands moyens pour y parvenir: la dépendance vis-à-vis du peuple et la séparation des pouvoirs. Sommes-nous pour autant au bout de nos peines? Non, et même en un sens, le plus difficile reste à faire. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Et n'oubliez pas, le droit, c'est passionnant.